Avant que je récite mon intro légendaire, tu as une chose à faire, t'abonner à cette putain de chaîne, mettre la putain de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Ceci étant dit, si comme moi, quand tu te réveilles le matin, tu as la chance d'être de bonne humeur, car tu as le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé. Et n'oublions pas les personnes que tu n'aimes pas, si elles sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Les amis, vous avez adoré ma vidéo sur notre ami Menzer, rest in peace Mike. Donc, je vais remercier l'un de mes abonnés car nous devions préparer cette vidéo, moi et Ludo, depuis une petite semaine et 3 jours avant notre tournage, un de mes abonnés m'envoie un lien YouTube d'une vidéo d'archives où Monsieur Momo Benaziza parle de sa future compète, on le voit également se préparer au tanning, on le voit dans sa famille, où il parle de sa success story dans ce sport qui est le bodybuilding et de son mal-être qu'il avait d'être un chétif algérien qui vient vivre et travailler en France. On vous laisse regarder cette vidéo, on se retrouve après. Sa jeune notoriété lui a permis de changer de cadre de vie. C'est à Vénissieux, où il vit toujours, qu'avec l'aide de sa femme Soraya, il a adopté une hygiène de vie très stricte. Une alimentation rigoureuse composée uniquement de légumes à la vapeur et de féculents. Mais pour se façonner un corps comme le sien, désormais, c'est insuffisant. La prise d'anabolisants, elle se fait de partout, hein, faut pas se leurrer, mais disons qu'il faut que ça soit pris consciemment par l'athlète et intelligemment, qu'il y ait un suivi médical derrière et tout. On a toujours recours à ça, mais à des doses très réduites, hein, parce que les gens ils ont l'impression que la quantité fait la performance. C'est pas vrai, c'est la qualité qui fait la performance. Moi, le body, c'est un sport que j'aime beaucoup, mais disons que j'irai pas jouer ma santé pour cela. Pour l'instant, c'est avec du potassium, avalé avec de l'eau déminéralisée, la même que pour les batteries de voiture ou les fer à repasser, que Momo peaufine sa préparation pour son prochain concours. Je ne sors pas, je ne bois pas, je ne fume pas. Ma famille, je l'ai un peu sacrifiée, je la vois très peu souvent. J'investis pratiquement un salaire par mois dans ma préparation et tout. Je pense que ça fait beaucoup. Ce soir, il aura 3 minutes de griserie. 3 minutes pour aller au bout de ses ambitions. C'est le rêve de tout athlète bodybuilder de faire au moins dans sa vie un Olympia. À quelques heures du concours, Momo termine sa préparation. Une préparation essentiellement esthétique afin de valoriser cette masse musculaire, résultat de 9 années d'efforts ininterrompus. Qu'est-ce que t'en penses, Nono là? Oh, t'es super, gros. Là, tu vas les manger. Hein. Oh là là, c'est merveilleux. Fantastique. C'est un sport, bon, on construit notre corps. Hein, qui dit construire son corps, dit se regarder de bas en haut, droite, gauche. C'est sûr que c'est un peu narcissique, mais bon, c'est le sport qui le veut, quoi. And he will take the 5th place award and give it to Mohamed Benaziza. Épuisé physiquement et avec pour seul spectateur ses copains d'atelier, il y a parfois des lendemains qui déchantent. 9 000 $ de gain, le prix de sa 5e place. Ce n'est pas encore demain que Momo changera d'horizon. On y pense tous, hein, à une carrière d'Arnold Schwarzenegger, mais il faut savoir qu'Arnold c'est un mythe, et qu'un mythe, bon, ça s'égale pas. Hein. Mais c'est sûr que bon, mon but c'est d'aller m'installer dans le Midi et d'ouvrir une salle de musculation. Pour l'instant, je suis à l'usine et je travaille. Donc dans cette vidéo, on a l'impression d'entendre les youtubeurs que vous suivez, qui vous vantent les mérites d'un mode de vie où le plus important est bien évidemment la santé, car on a une hygiène de vie qui nous permet d'avoir le corps le plus musclé, le plus sec possible. Et ce qui est extraordinaire dans cette vidéo, c'est qu'il parle du dopage. Et il parle du dopage comme tous vos petits copains quand ils l'évoquent, comme Ronnie Coleman l'a dit dans une vidéo qu'on a partagée avec vous il y a quelques semaines, où notre ami Momo nous dit que lui, il fait mieux que tout le monde, bien évidemment, ce qui fait qu'il préserve sa santé mieux que les autres. Malheureusement, Ludo, j'aurais aimé te dire que oui. Mais l'histoire va quand même lui donner tort et d'une bien triste façon. Donc déjà, pour remettre un petit peu dans le contexte, Mohamed Benaziza dit Momo, il est né en Algérie en 1959 et il est parti vivre très tôt en fait avec sa famille en France et il pratiquera le football, donc le football à niveau amateur. En même temps, en fait, il va découvrir le bodybuilding et comme tu le dis et comme il le disait aussi, on voit bien que c'était une revanche sur la vie. Très petit certes et en plus très mince. Et je sais ce que c'est qu'être mince. Le truc c'est qu'il va en fait avoir une carrière finalement assez
assez explosive parce qu'il va apparaître avec fulgurance aux yeux du grand public averti de bodybuilding en remportant en 1987 les championnats du monde en amateur IFBB, donc dans la catégorie poids léger. D'ailleurs, on a même des images d'archives qu'on va partager sur un petit peu la préparation, le posing, etc. Donc on voit déjà une musculature impressionnante. On ne peut même pas imaginer en fait que le mec il fasse 1m59 ou 58. C'est assez stupéfiant. Entre 87 et jusqu'à 90, il va enchaîner des compétitions IFBB. En 88 par exemple, il fait 11e à Mister Olympia, alors qu'il n'a pas non plus tant de compétitions à son actif. Et en 1989, là justement on a encore une vidéo où il fait à 5e à une compétition de la Suède. Et là arrivent donc les années 90, 1990, où c'est un peu l'explosion pour la carrière de Momo. Il va carrément, en une année, remporter 5 compétitions FBB et il décroche le Graal. Et là, tu le connais, la nuit des champions. La nuit des champions, cette fameuse nuit des champions où il bat Dorian Yates qui faisait 116 kilos. Momo faisait 93 kilos pour moins d'1m60. Ce qui est énorme. Et la légende veut, Dorian Yates le dit, il avait un dos tellement découpé que Dorian, parce que c'est comme ça qu'il a battu Dorian, Dorian a mis une photo de son dos sur son frigo et c'est ce qui l'a motivé à se construire le dos qu'on connaît, qui lui a permis de gagner de nombreux fois Mister Olympia. Et même les waders l'appelaient The Giant Killer. Alors on voit justement sur cette photo où c'est Joe Wader donc, qui remet la récompense et effectivement qui lui donnera le surnom de tueur de géants. D'ailleurs qu'il va garder jusqu'à la fin. Donc là, on se retrouve finalement dans la carrière de Momo, on est presque au firmament parce qu'il bat Dorian Yates. Alors, il faut rappeler quand même que Dorian Yates, c'est sa première, je crois, compétition. Donc, ce n'était pas un compétiteur chevronné, et il finit quand même 2e. Donc, ce qui laissera naturellement présager des 6 victoires qu'il aura mis sur Olympia. Donc, Momo, fort de cette réussite, continue les compétitions. Le problème, c'est qu'il n'a pas de bol. Il se fait en fait choper pour dopage au Mister Olympia de 1990. Donc, ils sont 5 à finalement être testés. Bon, bah, forcément, testés positif. Positif, ouais. Et hop, là, il se fait sanctionner et il doit dire adieu à la compétition de Mister Olympia. Parce qu'à l'époque, Shawn Ray avait eu la même mésaventure, à la même compétition, car à l'époque, c'était très politique, donc l'IFBB mettait en avant des athlètes plutôt que d'autres. Et aujourd'hui, ça fait bien rire qu'on teste des gens, des athlètes lors d'une compétition, et il n'y a plus eu, en tout cas dans l'ère qu'on connaît, des tests antidopage pour ce type de compétition, car on imagine bien que tout le monde est dopé, donc si on en chope un, c'est vraiment pour le faire tomber par rapport à d'autres. Et donc arrive l'année 1991. Donc on pourrait se dire quand même, bon, il a été disqualifié en 90, mais il va de toute façon continuer à performer, à progresser. Et là, parmi les proches, les gens sont un peu au courant qu'il y a un truc qu'il combat et qui va être un peu sa némésis jusqu'au bout, c'est qu'il fait beaucoup de rétention d'eau. Et naturellement, c'est quand même un problème qui est assez connu par les gens qui prennent beaucoup de produits. Cette rétention d'eau, il va se battre contre en utilisant à fond tout ce qui est diurétique et naturellement plein d'autres techniques que toi tu connais, que moi je ne dois pas connaître, ce qui lui permet quand même de se hisser 2e au Arnold Classic, mais on va dire qu'il n'est quand même pas satisfait en fait, du résultat qu'il a. La nuit des champions reste quand même, je pense que pour beaucoup, la quintessence de sa carrière. Et on voit même dans le reportage qu'on a partagé avec vous, c'était commun dans le milieu du CrossFit de boire de l'eau déminéralisée, l'eau qu'on met dans les fers à repasser. Donc maintenant, les gens ne le font plus. C'est pour vous dire la névrose qu'avaient ces mecs-là à ne pas fixer l'eau, car à cause des minéraux, évidemment, on peut fixer peut-être plus d'eau avec le sodium qu'il peut avoir dans l'eau, mais ce sont des choses dont le corps a besoin. Donc, le bodybuilder, surtout à cette époque-là, se dénutrissait. À la fin d'une sèche, la plupart n'avaient pas d'hydrate pendant plusieurs semaines. Ce que les culturistes aujourd'hui ne font plus, c'est pour ça qu'on voit que même quand ils montent sur scène, bon, il y a d'autres molécules qu'ils prennent que les gens de cette époque ne prenaient pas, bien évidemment, sont quand même beaucoup plus volumineux et moins découpés au laser, parce qu'à cette époque, justement, quand on voit le plateau Olympia de cette époque comparé au plateau qu'on a eu en 2021, on voit bien que les physiques de cette époque-là étaient mais découpés au laser et avaient une symétrie incroyable. Momo Daza avait quand même une symétrie incroyable. Dorian Yates avait une symétrie incroyable, Shawn Ray avait une symétrie incroyable. C'est vrai que même moi qui ne suis pas justement un expert et qui regarde tout ça parce que tu me demandes de faire des investigations, j'ai été bluffé. Et d'ailleurs pour les Arnold Classic de 92, j'ai aussi retrouvé une vidéo d'ailleurs qu'on va regarder.
où tu te rends compte déjà de la perfection du corps, et en même temps, je me suis rendu compte que le posing, c'était aussi toute une chorégraphie, je veux dire, qui était millimétrée pendant tout le passage du compétiteur. Donc moi, j'ai appris des trucs, parce qu'on voit bien dans cette vidéo, il y a toute une chorégraphie. Je crois que c'est toi qui m'avais dit qu'il y a des figures, en tout cas des poses qui sont imposées, et ensuite, le mec brode autour. Benaziza off to a slow pace, it seems. It's really interesting because in the old days we always came out like wild lions and just hit one pose after the other to really arouse the audience. Now they're coming out with all these slow poses and these dramatic kind of routines and turns and all this stuff. And heavy music, it's a different thing. Now, wait a minute, Arnold, you refer to yourself as a lion? Tremendous definition when you think about it. Look at the intercostals, look at the serratus, the wonderful proportion that he has, and the way he uses it very wisely. It looks very proportionate. Donc voilà, en tout cas c'est assez impressionnant de voir ça. Et tu te dis donc, bah, il a l'air au top. Il a l'air au top, effectivement. Il fait 5e à Mister Olympia, comme on peut le voir. Alors, de ce que j'ai lu, il y avait encore trop de rétention d'eau sur le physique de Momo. Et il va, je crois, à ce moment-là, vraiment pas écouter tous les signes qui alertent que la prise de diurétique commence à être vraiment dangereux pour sa vie. Donc il se retrouve à cette compétition en Hollande et c'est là où le drame survient. Bah, le 4 octobre, donc, il fait la compétition hollandaise IFBB. Compétition de trop, on peut la qualifier de trop. Et de trop en plus, mais alors ce qui est terrible, c'est qu'il la gagne, cette compétition. Donc on se retrouve donc à 23h30, le banquet se termine. Il a été dans un état mais catastrophique pendant toute la suite, en fait, du moment où il est descendu de la scène jusqu'à son retour à l'hôtel. C'est déjà presque un cadavre. Et il y a un bodybuilder, finalement, je ne sais pas si tu le connais, Porter Cottrell, qui va l'aider en fait à revenir à l'hôtel. Donc le mec sur le trajet, il ne va faire que vomir. D'ailleurs, en arrivant à l'hôtel, alors je sais pas, je pense que sur le chemin, je crois qu'il devait vomir dans un sac, parce qu'il y a cette espèce de légende où il disait il aurait rempli 3 sacs plastiques. Il est tremblant, il y a vraiment un truc qui se passe. Ils appellent directement un médecin, et qu'en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait sa femme. Donc, je crois que c'est Zoraya qu'on voit en fait dans. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette Zoraya, on la voit dans le reportage, et on voit qu'elle regarde avec des yeux comme c'était, je sais pas, la plus belle créature que Dieu avait faite. On sent toute l'admiration dans ses yeux. On sent que pour elle, c'est son dieu grec, quoi. Même quand on le voit, quand il stanne avec son ami qui lui dit tu vas les déchirer, elle et son ami qui est avec elle, elles sont impressionnées, subjuguées. Et bien donc Zoraya est là. Ils appellent un médecin. Le médecin va arriver. En fait, il est face à un cas de déshydratation extrême. Certains diront peut-être que c'est faux ou pas, mais il lui aurait fait donc une injection de potassium parce que c'est comme ça qu'on traite les gens qui ont des crampes atroces et aussi qui souffrent de déshydratation. Momo a l'air de dire que ça va mieux, donc Porter rentre dans sa chambre. Quelques heures après, il se dit bon, j'espère que ça va. Et en fait, il est appelé au secours parce que finalement Momo est en train de faire une espèce de crise, de tremblement. Il revomit, c'est une catastrophe. Donc là, le médecin revient. Les mecs donc, vont commencer un massage cardiaque. Ça va durer, je crois, à peu près, si je me souviens bien, 45 minutes. Le seul problème, c'est qu'ils essaient de faire du bouche à bouche en même temps. Mais en fait, il y a du fluide qui ressort de son nez, de sa bouche. Donc là, ils se rendent compte que ses poumons, ils sont imbibés de liquide. Et ce qu'ils découvriront après, et le médecin ne pouvait pas le savoir, c'est qu'il faisait une espèce de cocktail de diurétique et de potassium. Oui, c'est la balance sodium-potassium que tous les culturistes connaissent. Et le problème, c'est que si tu en rajoutes, bah c'est exactement en fait comme si tu voudrais... Une surdose, quoi. Oui, tu euthanasierais un animal. Okay. Et de toute façon, il était allé au bout. Il était allé au bout de ce que son corps pouvait supporter. Donc, sa femme, ses amis vont être témoins de sa mort vraiment en direct. Je ne sais pas si c'est le SAMU qui est en Hollande, mais donc il va être emmené à l'hôpital. Porter reste en attente d'une potentielle guérison, mais 25 minutes après, il est recontacté. Et en fait, Momo est décédé à l'hosto sous les yeux de sa femme. Encore une fois, pour poursuivre ses rêves et en faisant fi finalement de toutes les bonnes recommandations et tout ce que je pense que le sens commun te dirait, mais mec, arrête tes conneries. Ben non, il est allé au bout et puis en fait la comète s'est consumée en quelques années seulement et il reste même plus aujourd'hui, puisque personne ne le connaît, de sa trace dans le ciel, quoi.
Alors c'est encore une fois un travail exceptionnel que tu as fait. En fait, on peut dire que le cas de Momo Benaziza est extraordinaire car à son époque, il a réussi à faire une percée dans le monde du culturisme. Mac Metzer nous expliquait que lui, il gagnait des sommes folles grâce à l'IFBB et aux frères Weider par rapport à son image. Donc on peut dire que Momo Benaziza allait faire partie de cette élite, donc vraiment changer son mode de vie. Ce qui est triste, c'est qu'à la fin du reportage qu'on a partagé avec vous, on le voit revenir à sa vie d'ouvrier de Renault, on le sent hyper fatigué, très très fatigué. On voit qu'il n'a pas forcément de vie luxueuse et ces mecs-là sont prêts à faire tout pour arriver jusqu'au bout. Ils le font et la fin était inéluctable en vérité. Et le problème, c'est que vu qu'ils font ce qu'on appelle une pratique illégale de la médecine, ils font une intoxication médicamenteuse car ils surdosent des médicaments et ils font des cocktails que eux seuls connaissent ou leurs coachs connaissent, mais en tout cas, il n'y a aucun médecin qui chapeaute le tout. Donc, quand le corps médical veut se mettre entre le problème grave qui peut causer leur mort et leur prise de médicaments qui les intoxiquent, eh bien, on voit bien qu'il y a un couac. Voilà ce qui s'est passé. Momo Benaziza aurait pu être sauvé si le médecin aurait pu savoir ce qu'il faisait, mais évidemment, il y a un non-dit parce qu'on a honte de la pratique qu'on a. On reste enfermé dans ce mur où on pense qu'on fait bien les choses et parce qu'on est athlète, ça justifie et ça cautionne le fait de prendre des produits, surtout ce type de dose-là. Il faut savoir qu'à l'époque, les mecs étaient plus suicidaires qu'aujourd'hui. Donc c'est grâce à la mort de certains athlètes comme Momo Benaziza par exemple qu'on a une approche différente par rapport à certaines molécules. Suicidaire peut-être pas, mais en tout cas d'une inconscience folle. D'une inconscience folle. Et il faut se rappeler une chose, c'est que des produits sont considérés comme des produits dopants, mais d'autres, ce sont des poisons. Le diurétique, le T3, T4, le clenbutérol, le DNP, ce sont des poisons. Ce sont des médicaments pour certains, pour 2 d'entre eux, qui sont utilisés pour des pathologies graves. Ça veut dire que là, il a fait un œdème. Il s'est noyé dans son corps. Quand on prend du T3, T4, et puis on peut dérégler sa thyroïde et être obligé de prendre ce type de médicament toute sa vie, juste pour avoir un look, un physique. Et aujourd'hui, il y a certains athlètes français qui ne sont pas montés sur scène car ils n'arrivaient pas à sécher. Et quand tu n'arrives pas à sécher, ou bien tu fais comme Momo, tu prends plus, et voilà, le corps à un moment, l'établissement est bloqué, donc ça ne sert à rien. Donc c'est au préparateur également, au coach du moins, au chaperon, de dire on arrête. Et c'est à lui de gérer ça. C'est à lui d'être capable de dire au médecin non, il a pris ci, il faut faire ça, tu vois. Mais là, on peut dire que Momo est encadré certainement par personne. Donc c'est certainement ça qui a causé sa mort. Donc le reportage qu'on a vu est extraordinaire. Car quand tu vois ce reportage, tu te dis putain, mais ça fait rêver, quoi. Il manquerait plus qu'il ait une Ferrari, qu'il soit à Los Angeles dans une grande maison. Moi, quand je l'ai regardé, j'ai cru que c'était juste une étape vers la gloire. Vers la gloire. Vers l'atteinte de ses objectifs. Oui, son objectif, c'était certainement pas la mort, c'est certainement pas de faire de la peine à sa femme qui l'a vu agoniser. Elle l'a vu agoniser. Je veux dire, qui c'est qui aimerait voir la personne qu'il aime agoniser? Personne. Moi, quand j'ai lu la description, je me suis dit putain, ça devait être chaud. Ça devait être chaud. Et en plus, le plus dramatique, c'est qu'il faut qu'une mort serve à quelque chose. Et vu qu'on est dans un milieu où, comme je dis, c'est quand même un sport où le sport, on parle le plus de dopage. Quand même. Mais c'est quand même le sport où on se voile le plus la face. On va dire, si lui, il est mort, c'est parce que balance sodium, potassium, il aurait dû faire ça. Non, on s'en fout. De dire, le mec est mort, quoi. Et justement, dans ce sport, quand il y a certains paramètres qu'on ne maîtrise pas, ça peut conduire à cela. En vérité, lui, c'est un grand compétiteur. Au bout du compte, ça ne lui a rien apporté. Il n'a pas eu de couverture pour sa famille. Et sa famille n'a pas engrangé assez d'argent pour qu'ils puissent vivre tout au long de leur vie sans travailler. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, à part les gens de ma génération. C'est pour cette raison que je fais une vidéo, pas pour le valoriser, mais pour au moins que les personnes qui se disent fans de musculation, vous connaissiez quand même vos pères, les anciens, ceux qui ont été des grands noms, parce qu'il n'y a pas que Phil Hills, il n'y a pas que Arnold Schwarzenegger, il n'y a pas que peut-être même des mecs qu'on connaissent peut-être même pas Lou Ferrigno d'ailleurs, peut-être même qu'on fasse une vidéo sur lui. Donc en fait, ce qui est hyper important dans ce sport, c'est que même en 90, les gens se voilaient la face comme en 2020. En tout cas, moi je suis content d'avoir fait cette vidéo pour remettre un petit peu, redonner de la visibilité à ce que tu appelles dans ce milieu les oubliés, les étoiles filantes. Et j'espère que les gens, ça leur a encore permis de parfaire leur culture générale et puis aussi, malheureusement, de reprendre une petite piqûre de rappel sur le destin tragique de beaucoup d'entre eux. Je suis arrivé au bodybuilding
Parce que j'étais footballeur avant. Et bon, je faisais 1m54, 1m58, pardon, 54 kilos. Pour le football, il fallait que je prenne un peu de kilos parce que j'étais petit, pas gros. Et comme je jouais avant-centre, alors je prenais des coups d'épaule et je tombais par terre. Alors je voulais me faire prendre un peu de muscle. Alors je suis arrivé au bodybuilding en 81. J'ai commencé à m'entraîner et tout. Et au bout de 2 ans, j'ai pris 18 kilos, ce qui m'a permis de doubler de volume et qui m'a plus intéressé à vouloir faire du bodybuilding. J'ai continué à faire le foot plus le bodybuilding pendant 3 ans. J'ai arrêté le football et j'ai continué le bodybuilding. Disons qu'au départ, moi, le bodybuilding, c'était juste pour prendre du poids. Hein, parce que comme j'étais footballeur, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça m'a permis de prendre du poids, grossir, d'avoir de l'importance. Et maintenant, j'ai beaucoup plus d'assurance. Je me sens plus fort qu'avant. Et puis, le bodybuilding m'a beaucoup apporté pour la bonne et simple raison, c'est que je suis prêt à tout effort subit. S'il y a un effort à faire, je suis prêt, mon corps est prêt, est entraîné pour. Moi, je pense que tout athlète, ou même des jeunes qui veulent faire du bodybuilding et tout, ça serait bien pour eux, ça leur donnerait plus confiance en eux-mêmes et ça leur permettra de voir plus les choses parce qu'on a une mauvaise image du bodybuilder, on a l'impression que c'est que de la gonflette. Non, il faut être dans ce sport-là pour voir les efforts qu'il faut faire et tout, les sacrifices, parce que je vous garantis que pour arriver au top niveau, même à mon niveau à moi, pour être champion du monde et tout, et j'ai fait beaucoup de sacrifices, autant qu'avec ma famille, mes amis, ma femme, parce que je suis marié aussi. Tout athlète pour arriver au plus haut niveau, il faut faire beaucoup de sacrifices. Celui qui ne peut pas faire de sacrifices ou qui ne veut pas faire de sacrifices, il ne sera jamais champion.